Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Je te donne 1 million si tu me guéris. Et ce jour-là, l'impossible arriva. Au sommet d'une colline escarpée, balayée par les vents glacials de la Nouvelle-Angleterre, se dressait la résidence Hargrove, un manoir austère aux façades de pierre grise, comme figé dans le temps. Surplombant la ville de Burlington, dans le Vermont, la demeure dominait les paysages blancs et les forêts figées de silence, comme une forteresse inaccessible. Les grilles d'entrée, surmontées de caméras, restaient fermées à tout visiteur non annoncé. Autour du domaine, la neige formait des congères épaisses que personne n'osait traverser. C'était ici que vivait Richard Hargrove, 56 ans, légende de l'industrie pharmaceutique, fondateur du groupe Hargrove Biotech, l'un des plus puissants consortiums médicaux au monde. Une fortune colossale bâtie à coups d'alliances, de brevets, de procès gagnés et de concurrents écrasés. On le disait génial, visionnaire, mais froid comme l'acier. Son nom inspirait autant le respect que la peur. Mais derrière les murs de son empire, un roi déchu se mourait lentement. Depuis 2 ans, son corps, jadis robuste et énergique, s'était transformé en prison. Il souffrait d'une maladie auto-immune rare et dégénérative. Ses muscles s'étaient atrophiés, ses nerfs avaient cessé de répondre. Malgré tous les traitements de pointe, toutes les thérapies expérimentales, rien n'y avait fait. Les meilleurs médecins du pays dont plusieurs travaillaient pour lui avaient baissé les bras. Il vivait désormais en fauteuil roulant. Nourri par perfusion, sous surveillance 24h24, il n'était plus que l'ombre de celui qu'il avait été. Mais ce qui le rongeait le plus, ce n'était pas la douleur. C'était le vide. Richard n'avait ni femme, ni enfant. Il n'en avait jamais voulu. L'amour lui avait toujours paru une distraction, une faiblesse. Il avait renvoyé ses rares amis les uns après les autres. Même sa sœur cadette, qui tentait encore parfois de l'appeler, ne recevait que le silence. Il n'avait gardé que James, son assistant personnel depuis 15 ans. Un homme loyal, discret, qui connaissait tous les secrets du manoir, et ceux de son maître. Mais même James ne pouvait rien contre ce que le pouvoir n'achète pas, le temps. Un matin de janvier, une tempête de neige hurlait autour du domaine. Le vent faisait vibrer les vitres à carreaux, et la cheminée crépitait dans le grand salon, seule source de chaleur dans cette pièce au plafond haut et aux rideaux tirés. Richard, drapé dans une couverture en cachemire, fixait les flammes, le visage figé comme un masque de pierre. Son regard, jadis perçant, semblait désormais distant, voilé par l'amertume. Le monde n'a rien à m'offrir, grommela-t-il, ses doigts crispés sur l'accoudoir du fauteuil. Que des parasites et des charlatans. Il n'attendait plus rien. Ni guérison. Ni consolation. Son regard s'était détourné de l'humanité depuis longtemps. Mais ce jour-là, James entra, tenant une tablette dans la main. Il semblait hésitant. « Monsieur Hargrove. Il y a quelqu'un qui souhaite vous voir. » Une journaliste ? Une autre ONG mendiant un don posthume ? Lança Richard, sarcastique. Non, monsieur. Il dit qu'il est guérisseur. Richard tourna lentement la tête, un sourire amer aux lèvres. Un sorcier ? Un prêtre vaudou ? J'ai déjà reçu des lettres de moines tibétains, tu sais. Et même une chamane de l'Arizona. Tous voulaient me purifier par l'âme. Celui-ci n'a demandé ni rendez-vous officiel, ni argent. Il a simplement dit, je sens qu'il est prêt. C'est tout. Richard fronça les sourcils. Ce n'était pas l'approche habituelle. Il y avait, dans cette étrange formule, un ton presque intime. Il est jeune, continua James. Il s'appelle Eli Thomas. Je n'ai trouvé aucun diplôme, aucun enregistrement médical à son nom. Mais il a soigné une fillette du personnel hospitalier de Montpellier. Une paralysie inexpliquée. L'enfant a recommencé à marcher 3 jours après son passage. Richard soupira longuement. Il ferma les yeux un instant. Tous les médecins m'ont abandonné. Tous. Tu crois que ce gamin va faire ce que la science ne peut pas faire ? Je ne sais pas, monsieur. Mais vous avez dit hier que vous mourriez d'ennui. Peut-être que ça changera votre journée.
Richard esquissa un rictus cynique. Puis il déclara. Très bien. Qu'ils viennent. Je n'attends rien. Je veux juste voir ce qu'un autre imposteur est capable d'inventer devant moi. Ça me divertira, 5 minutes. Et ce fut ainsi que, sans le savoir, Richard Hargrove, le magnate intouchable, ouvrit la porte à l'impossible. Quelques heures plus tard, alors que la tempête faisait toujours rage à l'extérieur, la porte principale du manoir s'ouvrit avec un grincement sourd. Une bourrasque de neige s'engouffra brièvement dans le vestibule, projetant des flocons sur le sol de marbre noir. Le majordome referma rapidement, et un silence pesant retomba. Dans l'encadrement de la porte du grand salon, un jeune homme apparut, silencieux, droit, immobile. Il portait un manteau en laine sombre, usé mais soigneusement boutonné jusqu'au cou. Un bonnet gris, trempé par la neige, couvrait partiellement ses cheveux bruns. Ses bottes en cuir, fendillées, laissaient échapper quelques gouttes sur le parquet ciré du salon. Mais ce n'était pas sa tenue modeste qui attirait l'attention. C'était son regard. Fixe. Profond. Insondable. Un regard qui semblait voir au-delà de la chair et du décor. Un regard qu'aucun sourire n'accompagnait, mais qui portait une étrange douceur mêlée de détermination. Élie Thomas, 28 ans, originaire d'un petit village perdu dans les Appalaches, entra dans le manoir comme on entrerait dans une église abandonnée. Il marcha calmement, à pas mesurés, observant sans crainte les boiseries sculptées, les toiles anciennes aux murs, et les candélabres dorés accrochés au plafond. Au fond du salon, Richard Hargrove était installé dans son fauteuil roulant, un verre de whisky sur la table à côté de lui. Il le fixait sans bouger, comme un fauve observe un intrus. Élie s'arrêta à 3 mètres de lui. « Vous êtes celui qu'on dit mourant ?» demanda-t-il d'un ton neutre, mais assuré. Il ne salua pas. Il ne s'inclina pas. Il n'avait ni nervosité, ni arrogance. Juste une présence, forte, calme, presque irréelle. Richard leva lentement un sourcil, son regard perçant se posant sur le jeune homme avec tout le mépris dont il était capable. « Je suis celui qui peut acheter ta ville entière, gamin. » Sa voix était rauque, sèche, pleine de cette fierté usée qui dissimule la peur. Il espérait intimider. Tester. Mais Élie ne broncha pas. Il fit un pas en avant, puis un autre. Il n'y avait aucune peur en lui. Aucune hâte non plus. Ses yeux, sombres comme le bois brûlé, fixaient Richard sans agressivité, mais avec une étrange forme de tristesse, presque de compassion. « Ce n'est pas votre fortune qui va vous sauver, monsieur Hargrove, dit-il doucement. Il s'arrêta juste en face de lui. « Mais si vous le voulez, je peux essayer. Pas en échange d'argent. Juste, pour vous rappeler ce que c'est que vivre. » Le silence dans la pièce était presque sacré. Richard éclata de rire. Un rire sec, cassant, sans joie. « Tu veux me rappeler ce que c'est que vivre ? Tu as lu ça dans un livre de poésie bon marché, ou c'est ton père qui t'a appris la sagesse des vieux bois ?» Élie resta immobile, impassible. Son regard ne quittait pas Richard. Et dans ses yeux, il n'y avait ni défi, ni soumission. Juste une vérité muette, posée là, entre eux, comme une lame. Alors Richard, amusé malgré lui, leva son verre de whisky, en tremblant légèrement. « Parfait. » Il posa lentement le verre. « Guéris-moi. Et je te donne $1 million. En liquide. » Il appuya sur le mot. « On va voir si ton numéro de magicien vaut quelque chose. » Élie posa sa main sur le front de Richard, doucement, comme un père apaise un enfant agité, ou comme on toucherait une plaie ancienne avec respect. Son geste était simple, dénué de toute théâtralité. Il ne ferma même pas les yeux. Il ne prononça aucun mot. Et pourtant, tout changea. Un frisson invisible mais presque palpable parcourut la pièce. Les chandeliers vibrèrent légèrement, comme si l'air lui-même venait de se contracter. La cheminée crépita plus fort, ses flammes gagnant soudain une hauteur étrange, incandescente. Le bois se tordit dans l'âtre avec un craquement sec, comme une note grave lancée dans le silence. James, resté immobile près de la porte, sentit l'atmosphère s'épaissir. Il inspira, surpris, quelque chose, il ne savait quoi, avait changé dans l'air. Une odeur de cendre, mêlée à celle du sapin brûlé, devenait plus intense.
Même le vieux parquet sous ses pieds semblait soudain plus vivant, plus résonnant. Mais au centre du monde, il y avait Richard. Au moment où la main d'Ellie toucha son front, une chaleur insoutenable envahit son torse. Pas une brûlure, non. Un feu ancien, quelque chose de primitif, de sauvage. Une énergie brutale, incontrôlable, le traversa de part en part. Son cœur se mit à battre si fort qu'il crut qu'il allait exploser. Puis, un éclair de douleur déchira sa colonne vertébrale, comme si chaque nerf endormi se réveillait en criant. Il poussa un râle, agrippant les accoudoirs de son fauteuil. Sa vision se brouilla un instant. Puis, d'un coup sec, le silence. Un vide absolu. Comme si son corps entier s'était arrêté, suspendu dans l'espace, flottant dans une mer sans poids, sans souffle, sans mémoire. Et dans ce silence, un battement. Un seul. Poum. Un battement sourd, lointain, mais réel. Puis un autre. Poum, poum. Ses orteils. Il les sentit. Il les sentit bouger. Comme si un fil invisible, coupé depuis des années, venait d'être reconnecté dans le noir. Ses yeux s'écarquillèrent. Il baissa lentement la tête. Il vit ses jambes. Immobiles. Mais, non. Pas tout à fait. Un tremblement léger, un spasme puis un frisson musculaire le long de ses cuisses. Non, murmura-t-il. Sa main droite, tremblante, se détacha de l'accoudoir. Il tenta de se pencher en avant, lentement. Son ventre se contracta, ses abdominaux se tendaient. Il n'avait pas ressenti ça depuis 2 ans. Il posa ses 2 mains sur les accoudoirs, inspira profondément, et dans un râle mêlé de peur et de rage. Il se leva. Ses jambes, encore fragiles, le portèrent. Inflexible. Réelle. Vivante. Il se leva. Un cri rauque s'échappa de sa gorge. Ni joie, ni douleur. Un cri ancestral, brut, comme un hurlement venu des tripes d'un homme revenu du monde des morts. James laissa tomber la tablette qu'il tenait. Elle se fracassa sur le sol sans qu'il s'en soucie. « Monsieur » balbutia-t-il, les yeux pleins de larmes. Richard resta debout, chancelant mais solide. Il regarda ses pieds, puis ses mains, puis Ellie. Sa bouche tremblait. « Mon Dieu ! Comment ?» bredouilla-t-il. « C'est impossible. » Ellie, lui, s'était légèrement reculé. Son visage était paisible, presque triste, comme s'il savait ce que cela allait éveiller, ce que cela allait coûter. « Ce n'était pas un miracle, dit-il calmement. Il regardait Richard droit dans les yeux. C'était un rappel. Il posa la main sur sa propre poitrine. Le corps écoute, quand le cœur est prêt. Le lendemain dès l'aube, alors que la neige continuait de tomber silencieusement sur les toits du manoir Hargrove, Richard, désormais capable de se lever seul, même s'il restait faible et chancelant, demanda qu'on convoque ses avocats, ses conseillers financiers, et son banquier personnel. Tous furent stupéfaits de le voir debout, vêtu d'un pull simple et d'un pantalon de laine, sans blouse médicale ni chaise roulante. Mais aucun n'osa poser de questions. Il savait que quelque chose d'inexplicable s'était produit. Dans le silence d'un bureau baigné par la lumière hivernale, Richard prononça une simple phrase, d'une voix ferme. « Virez $1 million sur le compte d'Ellie Thomas. » Immédiatement. L'un des conseillers leva un sourcil. « Monsieur, le jeune homme, il est déjà parti. Il a quitté la propriété cette nuit, à pied. Personne ne l'a vu franchir les grilles. Il a disparu. » Richard resta silencieux un instant. Puis, lentement, il tendit une feuille pliée en 2. C'était une lettre manuscrite, trouvée posée sur la cheminée. « Ce que vous avez reçu n'a pas de prix. Utilisez-le bien. » Aucune revendication. Aucun mot de plus. Juste un rappel, encore une fois, que tout cela n'avait jamais été question d'argent. Dans les jours suivants, les rumeurs commencèrent à circuler dans les milieux d'affaires. Richard Hargrove, l'homme d'affaires intraitable, vendait ses actions dans ses propres entreprises. D'abord celles liées aux laboratoires privés, puis aux cliniques de luxe. Il refusa les appels des investisseurs,
ignora les messages des actionnaires et démissionna de ses fonctions au sein du conseil d'administration de Hargrove Biotech. Il avait pris une décision irréversible. Richard réunit les restes de sa fortune et annonça la création de la Hargrove Foundation, une organisation indépendante dédiée à la médecine humanitaire. Son premier acte fut de racheter plusieurs hôpitaux publics fermés dans des régions rurales du Vermont, de la Virginie et du Missouri. Il finança la reconstruction, équipa les services d'urgence et embaucha du personnel en payant des salaires décents, avec interdiction formelle de refuser un patient pour des raisons financières. Il lança également une campagne de soutien aux traitements alternatifs, notamment pour les maladies rares, et finança des chercheurs indépendants, souvent rejetés par les circuits traditionnels. Richard nomma James, son fidèle assistant, au poste de directeur général de la fondation. Loin d'un simple rôle administratif, James devint la mémoire vivante de la transformation de Richard, et le garant de sa nouvelle voie. « Vous m'avez servi avec loyauté quand je n'étais qu'un tyran », lui dit un jour Richard. « Maintenant, aidez-moi à devenir autre chose. » Et James, les larmes aux yeux, accepta sans hésiter. Chaque mois, Richard visitait l'un des hôpitaux qu'il avait aidé à ouvrir. Parfois debout, appuyé sur une canne. Parfois en fauteuil, selon les douleurs du jour. Mais toujours présent, vêtu sobrement, parlant peu, mais regardant chaque patient dans les yeux. Il ne portait jamais son nom en évidence. Mais certains le reconnaissaient. Et les enfants malades, qu'il écoutait sans jamais interrompre, l'appelaient « le monsieur au regard triste et gentil ». Peu à peu, Richard cessa d'être une silhouette froide sur les couvertures de magazines économiques. Il devint un nom que des milliers de familles prononçaient avec gratitude. Non pas pour son argent, mais pour ce qu'il avait choisi d'en faire. Des écoles de médecine portèrent son nom. Des jeunes docteurs, inspirés par son histoire, rejoignirent sa fondation au lieu d'aller dans le privé. Des gens qu'il n'avait jamais rencontrés déposaient des lettres devant le portail de son domaine, lui racontant comment leur enfant, leur mère, leur frère avaient reçu des soins qu'ils croyaient impossibles. Dans un auditorium de Boston, lors d'une conférence sur l'avenir de la médecine éthique, un journaliste lui posa la question que tout le monde évitait depuis longtemps. « Vous y croyez encore ? Que ce jeune homme vous a guéri par magie ?» Un murmure parcourut la salle. Tous les regards se tournèrent vers lui. Richard resta pensif un moment, puis esquissa un sourire doux, presque imperceptible. Ce n'était pas un miracle. Il regarda ses mains. C'était une seconde chance. Il releva les yeux vers la foule. Et chaque jour, je me bats pour en être digne.